Et effectivement, une fois que tu as le déclic, tu te dis, limite, ça serait égoïste, en fait, de pas en faire quelque chose. Et je pense que ce qui est trop bien avec la problématique des émotions, c'est que s'il y a bien un truc dans le monde qu'on a tous, c'est les émotions. Ok, est-ce que je dis que j'avais des barrières mentales par rapport au lancement de ma formation? Comment est-ce que ça va être reçu? Parce que t'as cette attente de la posture de coaching très exigeante en France. Et donc je raconte à tous les gens que je croise presque, je vais voir une psy, 100% de mes amis masculins qui ont famille, succès, etc., qui ont réussi en plein de domaines de leur vie, la réponse a été unanime. Je suis aujourd'hui avec Manon Tournant. Manon, je ne pouvais pas ne pas l'inviter. Elle est coach sur tout ce qui est émotionnel, elle est podcasteuse, elle a aujourd'hui une formation, mais surtout, quand je suis arrivé la première fois sur Instagram, j'ai vu qu'on avait beaucoup de personnes en commun, qu'on s'était jamais parlé, et je me suis dit que la meilleure façon de se parler, c'était justement dans un épisode de podcast, comme ça, moi, je vais apprendre à la découvrir en même temps que vous, et on va pouvoir partager beaucoup de choses aujourd'hui. Manon, comment vas-tu ? Super, trop contente d'être ici, merci pour l'invitation. C'est vrai qu'on a beaucoup de personnes en commun, je m'étais fait la réflexion aussi. mais à chaque fois que je regarde des stories de relations pro avec qui je m'entends très bien, ou même de potes des fois, tu vois, je te vois toujours apparaître un peu partout sur Instagram. Je fais, okay. Donc en fait, elle est partout. Ok, c'est bon, j'ai compris, quoi. Ou alors on a vraiment le même cercle proche et on sait juste pas encore. En vrai, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, j'ai l'impression surtout, parce que j'ai vu vraiment pas mal de personnes au premier, deuxième, troisième degré qu'on avait en commun, etc. Donc ça promet d'être rigolo. Oui. Pour commencer, on est obligé de commencer par là, parce que sinon les personnes qui nous écoutent, ils vont se perdre. Est-ce que tu peux nous parler un peu du parcours qui t'a amené où t'en es aujourd'hui, à ce que tu fais, comment c'est arrivé, comment ça a démarré, et remonter peut-être au fil de l'eau et du temps, de la façon dont t'as envie, pour nous raconter un peu ton histoire. Ok, trop intéressant. En plus, j'ai essayé d'écrire sur le sujet parce que y a plein de personnes qui me disent j'ai pas le déclic, qui me voient d'extérieur, j'ai pas le déclic comme toi, j'ai pas trouvé ma voie, je sais pas ce que je veux faire. Et moi, je savais pas non plus exactement ce que je voulais faire et je savais pas que j'allais finir coach en gestion des émotions. Par contre, dès après le lycée, en fait, je savais que j'avais besoin de liberté, de créativité. De me comprendre beaucoup. Je pense que j'étais un peu paumée, comme peut-être beaucoup de personnes à ce moment-là, au moment des études, et de comprendre les gens et de comprendre les interactions. Du coup, j'avais vraiment besoin de développer ces piliers-là. Et j'ai fait une école où j'avais des cours super intéressants. J'avais autant des cours de marketing que des cours un petit peu de psycho, d'analyse systémique, de méditation. Donc ça a vraiment été une école qui m'a fait découvrir plein de facettes de ma personnalité. Après, je suis partie, j'ai fait un stage aux îles Canaries et je suis partie et je suis jamais rentrée en France pour finir mes études. Je me suis dit go, je me sens trop épanouie. Je suis devenue bilingue en espagnol. J'avais un job où je me suis dit si je rentre en France pour faire un master, après je vais tout faire pour avoir ce job. Alors que là, on me le propose suite à un stage. Donc après, je suis restée environ 7-8 ans en Espagne. Et depuis l'Espagne, je travaillais en remote pour des boîtes françaises, des boîtes anglaises, des boîtes espagnoles. Et ce que je faisais, c'était de l'ouverture de marché pour des marques de mode. Donc j'ai une première expérience plus en gestion de crise dans l'hôtellerie. Donc là où ça m'a un peu du coup formée en gestion des émotions parce que c'était assez dur. Et après, j'ai eu l'expérience pour des boîtes plus dans la mode où là, j'allais dans des pays et la marque me disait je veux m'implanter là-bas, il faut tout faire de zéro. Donc j'y allais, j'ouvrais des bureaux, je recrutais les personnes, je négociais l'ouverture dans des magasins et après je partais dans d'autres villes ou dans d'autres pays. Et du coup, tout ça fait que j'ai beaucoup appris, j'ai été coachée, j'ai été mentorée, j'ai eu la chance d'être très bien accompagnée parce que c'était des jobs pas faciles en fait. Et je me suis dit ok. J'ai fait ça, j'ai galéré, j'ai été mentorée, j'ai été coachée et maintenant je veux faire du coaching et je me suis lancée de façon un petit peu abstraite au début, tu vois, je trouve que tu sais pas trop où ça va mener et en fait tout s'est aligné, enfin j'ai l'impression que tout s'est aligné et que je dis ok là tu vois le truc que tu fais où tu dis je m'épanouis, j'ai des bons résultats et il y a de la demande, ok let's go. C'est un beau parcours et je vois de plus en plus de gens, tu vois, qui viennent de milieux corporate, qui en fait, à un moment de leur vie, soit pour de la gestion émotionnelle, soit pour du management, soit pour des choses autour de ça, se retrouvent confrontés au coaching. En général, on retire une expérience ultra positive et dire, ok, en fait, mon job, il est cool, c'est bien,
mais ça va pas m'épanouir pendant les 40 prochaines années. Ce truc-là, ça vient de changer ma vie. Faut absolument que je le transmette. Faut absolument que moi je fasse quelque chose autour de ça. Ouais. Et j'ai vraiment l'impression que c'est 80% des coachs et assimilés que je rencontre, c'est des personnes en fait qui ont une première expérience qui n'avait rien à voir dans leur ancienne carrière avec ça et qui se sont dit waouh, c'est ultra puissant ce truc, pourquoi tout le monde ne l'a pas? Ouais, c'est clair que après t'as trop envie de le transmettre et aussi de continuer. Enfin, moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent un peu le salariat et tout, mais je suis trop contente d'avoir eu les expériences que j'ai eues parce que ça a permis de me sentir que j'avais les épaules assez solides en fait pour me lancer aussi, être émotionnellement saine et avoir été aussi coachée et accompagnée pour à mon tour accompagner des personnes. Et effectivement, une fois que t'as le déclic, tu te dis bah limite ça serait égoïste en fait de pas en faire quelque chose. Je trouve. Enfin moi c'est un peu ce que je ressentais. Ouais, je comprends. T'as un moment, t'as cette espèce de... J'aime pas le terme de mission, parce que je le trouve un peu galvaudé en ce moment, mais t'as un truc à l'intérieur qui te dit, ouais, non, ok, je viens de découvrir un truc, faut que j'en fasse quelque chose, c'est obligatoire. Oui, c'est trop bien. Et ouais, c'est génial. Moi, si tu veux, je suis arrivé aussi un peu par tout ça dans le monde de l'accompagnement. Sauf qu'en fait, moi, j'ai décidé de pas être coach, mais d'utiliser tout ce que je savais du marketing que je faisais dans du corpo avant. Et de dire, ok, en fait, non, le corpo, il m'emmerde. J'ai pas envie de perdre mon âme à 40 ans, en fait. Et je vais plutôt aller le donner à des gens qui, eux, par ricochet, vont avoir plein d'impact. Ouais, trop bien. C'est comme ça que je suis rentré là-dedans, mais pareil que toi, la première fois que j'étais confronté au coaching, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal ce truc. Il en faudrait plus, pour plus de gens. C'est trop bien, c'est trop bien. Ouais, ouais. Ah ouais, donc t'as eu aussi quelques années aussi dans des boîtes, quoi, en fait. J'étais pas salarié, moi, parce que très vite, Ouais. je me suis rendu compte que je serais pas du tout adapté à ce milieu-là, parce que j'avais trop de problèmes avec la hiérarchie, etc., et que je suis un peu têtu. Mais je bossais en freelance, après j'ai monté une agence, etc., je bossais avec des grosses boîtes corporate, des gros groupes, tu vois. J'ai bossé dans la mode, dans les télécoms, un peu de ce qui est politique, sport, influence, etc. Mais c'est un milieu qui est particulier, quand même. Ouais, ouais, Et à un j'imagine. moment, tu te dis, je veux d'autres humains, des humains normaux qui sont tranquilles, qui veulent être heureux et qui veulent bosser de chez eux et qui veulent pas aller à la défense tous les jours et tout. Et Oui, ouais, non, j'ai fait ma crise d'adolescence tardive. J'ai dit, ok, je plaque toutes ces conneries et je fais autre chose, quoi. trop bien, trop cool. Tu parlais de trouver sa voie. Et Mm. j'ai l'impression que c'est une pression que beaucoup de gens ont. J'ai l'impression que c'est amplifié depuis 2020, mais peut-être que c'est juste moi qui ai un biais là-dessus, j'en sais pas. Mm. Et que t'as le truc de ça y est, genre le monde s'est arrêté pendant 2 ans, il faut absolument que je trouve ma voie, il faut que je change tout, etc. Et ça met beaucoup de pression aux gens, comme s'il y avait une réponse évidente qui allait descendre de l'univers un jour, Mm. alors que j'ai l'impression que c'est juste une recherche par tâtonnement, et à un moment tu te sens à ta place, et peut-être qu'un jour tu t'y sentiras plus, ce sera ok de bouger. Ouais. Est-ce que c'est ce que toi t'as expérimenté? Est-ce que c'est ce que tes clients expérimentent aussi? Est-ce que c'est quelque chose que t'as observé? Ouais, complètement, que j'observe et on me pose beaucoup la question dessus. Je demande aux gens, à mes abonnés, des fois, de choisir les numéros de newsletter ou de podcast, et ça a été l'une des questions les plus demandées. Je me sens pas à ma place, je trouve pas ma voix, j'ai pas de passion, je me sens nulle, je me sens en retard en fait. Et j'ai la pression qu'il faut que je trouve le truc où je vais me dire waouh. Et en fait, je pense qu'il y a une fausse promesse de la passion, de la passion, comme celle de la réussite. Tu vois, la réussite, je trouve qu'il y a un moment dans ta vie où tu dis non, mais ce jour-là, quand j'aurai ça, j'aurai réussi et je vais me sentir serein. Je vais me sentir que je vais pouvoir souffler. Sauf que ce jour-là, il n'arrive pas, en fait. Parce que quand t'atteins tes objectifs, t'as des nouveaux problèmes et t'as des nouveaux blocages mentaux et t'as des nouveaux trucs qui arrivent avec. Et je trouve qu'avec le truc de la passion et trouver sa voie, bah, en fait, c'est pareil. C'est ok, peut-être un jour tu vas trouver quelque chose qui te fait vibrer et qui est trop bien et que tu auras envie de changer et que c'est ok, et ça veut pas dire que t'es pas passionné. Et je trouve que la limite à ça, de absolument vouloir trouver la passion ou trouver sa voie, c'est qu'on va le limiter à j'ai trouvé le métier que je vais faire, ou je vais trouver le domaine qui va m'épanouir. Et je trouve que ça nous limite beaucoup, même dans notre construction et notre évolution en tant que personne. Et plus de dire, ok, peut-être que mes passions, c'est le fait que j'aime tout ce qui est stratégique, ou que je suis une personne curieuse, ou que je suis une personne qui aime explorer. Et peut-être qu'en fait, mes passions, c'est plus des traits de caractère, et que l'entrepreneuriat, un métier, un domaine, c'est des outils qui vont me permettre d'exprimer ma passion. Et en fait,
Moi, je l'ai plus vécu comme ça, où je me sentais un peu nulle, tu vois. Je me disais, je suis pas excellente en piano, j'ai pas gagné un truc de ouf en sport, et du coup, bah, il y avait forcément le truc de la comparaison quand j'étais plus jeune. Et après, je me suis dit, bah non, en fait, ce qui me fait vibrer et dans les domaines dans lesquels je me sens passionnée, c'est la découverte, c'est la curiosité, c'est comprendre les gens. Et je vais prendre toutes ces briques-là et je vais faire un métier, bah, le coaching en gestion émotionnelle, qui englobe tout ce qui me fait vibrer. Mais peut-être que demain, si je fais plus de coaching en gestion émotionnelle, je pourrais juste faire autre chose et ça sera OK, en fait. C'est hyper intéressant. J'ai l'impression qu'en voulant libérer la société des conditionnements, des anciens conditionnements, on en a créé des nouveaux, avec cette injonction à la mission de vie, cette injonction à trouver sa voie, cette injonction à la réussite. Et quand je t'écoutais juste avant, en fait, ce qui me venait, mais automatiquement, c'est toutes ces personnes qui pensent qu'il faut trouver une mission de vie. Alors, Ouais. moi, grincheux que je suis, je le répète tout le temps, je vais arrêter de faire chier avec ça. La mission de l'humain, c'est de faire de l'humain, c'est tout. Hein. Donc de toute façon, en fait, vous pouvez pas vous tromper, vous inquiétez pas. Mais en dehors de ça, je vois tous ces hommes qui sont bloqués par une vision de la réussite, qui sont censés atteindre. Je vois toutes ces femmes qui peut-être certaines ont envie de faire carrière et on leur dit que c'est mal. Celles qui ont envie de rester à la maison et on leur dit que c'est mal. Celles qui ont envie d'être entre les deux et on leur dit que c'est mal. Et les conditionnements sont pas les mêmes. Mais cette histoire de trouver sa voie, trouver sa place, comme s'il y avait une réponse juste et parfaite, c'était censé nous libérer, ça nous a emprisonnés. Complètement. Et je suis d'accord sur le terme que tu utilises de ça nous a emprisonnés. Parce qu'en plus, il y a ce truc où trouver sa passion, quelqu'un qui est passionné, je sais pas, de piano ou de peinture, on a l'impression qu'une fois qu'on trouvera notre passion, on n'aura même plus de problèmes et on aura tout le temps de la motivation et on aura tout le temps l'impression de pas travailler. Mais même quand on a trouvé des fois notre passion ou ce qu'on veut faire, on a quand même ça et c'est OK. On peut pas se réveiller tous les jours et se dire tous les jours là je suis passionnée et je sens que je vibre. Non, on peut être content, aligné, en paix. Mais je trouve que ça met une pression du bonheur qui est assez pesante au final. Je suis d'accord. C'est ça. J'ai une pièce que je balade quasiment partout avec moi sur laquelle il y a écrit Amor Fati. Et c'est donc embrasser le destin, globalement, mais ça veut dire en embrasser aussi ses mauvais côtés. Et je pense que c'est important de dire à tout le monde que la passion vient avec beaucoup de positifs, mais il y aura pas moins de négatifs. C'est juste que d'un coup, le négatif, ou plutôt le désagréable, trouve du sens, trouve de l'alignement, trouve une raison d'exister. Et donc, on est juste moins fâché quand les trucs sont pas drôles, et qu'on est plus en paix avec ça. Et que je pense que quelque part, au niveau de la passion, il y a un truc avec la gratitude même quand c'est dur, je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi c'est important là maintenant. Et donc c'est OK. Et c'est bien comme ça. Ouais. J'aime beaucoup cette définition. Comment on passe de être coach à devenir formateur avec tous les blocages que ça amène, toutes les complexités, tous les questionnements, toutes les nouvelles choses à apprendre? Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton cheminement par rapport à ça? Ouais, ça a été hyper compliqué pour moi le lancement de ma formation. Si je suis transparente, parce que en fait je me disais OK, en fait j'avais une frustration, c'est que moi les personnes que j'accompagne, c'est des CEO, c'est des entrepreneurs, donc c'est des personnes qui ont le budget de se faire accompagner régulièrement, qui ont le budget de pouvoir avoir une session toutes les semaines ou toutes les 2 semaines sur un suivi. Et c'est ma cible parce que c'est la cible que je comprends, c'est la cible avec qui j'aime travailler. Et en même temps, avec mon podcast et ma newsletter, j'avais des personnes qui débutaient ou des personnes qui avaient moins le budget à l'instant T et qui me demandaient des services. Et moi, en fait, du coup, l'offre, elle était pas alignée. Et je me suis dit, OK, j'ai fait des centaines d'heures de coaching. Maintenant, je me sens légitime de faire une formation où je me dis, je vais reprendre les top problématiques et je vais donner des exercices de coaching que j'utilise toujours avec mes clients. Donc en fait, je me sentais légitime de lancer ma formation, mais par contre, le gros blocage que j'avais, au final, c'était un peu ouais, mais est-ce que les gens ils vont croire enfin j'avais des fausses croyances, tu vois, où je me disais est-ce que les gens vont croire que je vais les arnaquer? Est-ce que au final ma promesse que je vais donner, elle va être atteinte? Est-ce que les gens ils vont être contents à la fin? Comment est-ce que je fais pour donner un message honnête et juste qui fasse honneur à la formation sans en faire trop? Et puis aussi il y a en ce moment quand même beaucoup déjà quand t'es coach, il y a des moqueries, mais quand t'es coach et que tu lances une formation,
Waouh, je trouve que, tu vois, il y a des petits clichés Ouais. qui, il y a des petits clichés Complètement. quand même. Du coup, j'avais ça et j'avais aussi, je pense que je m'autorisais pas à scaler un petit peu Hmm. mon business. Donc, c'était aussi un blocage par rapport à l'argent. J'avais aucun problème à vendre mes coachings et mes accompagnements, mais par contre, au niveau de la vente de la formation, c'était la première fois que j'allais créer quelque chose comme ça et je me suis auto-coachée, j'ai fait OK, en fait, je m'autorise pas, c'est un truc psychologique et c'est parce que bah moi j'ai pas eu d'exemple dans ma famille qui ait fait ça, on vient pas d'un milieu entrepreneurial et j'ai l'impression que je restais bloquée au type de revenu que je pouvais avoir en fait, qui était accessible pour moi. C'est-à-dire service, vente de ton temps et où tu sais que tu donnes en direct et dont tu dis c'est fine que la personne allait payer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc derrière ça de accepter de gagner de l'argent, entre guillemets, sans rien faire? Parce que, ok, t'as Ouais. bossé, t'as fait ce que t'avais à faire, mais derrière, faut accepter l'idée que il y a des mois, peut-être que tu vas toucher 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros, Ouais. alors que t'auras pas travaillé. Ouais. Ouais. Bah si, il y avait de ça. Justement, que, bah ok, ça va être complètement décorrélé de mon temps. Et en fait, mentalement, je savais que ça apporterait de la valeur et qu'il faut pas corréler temps égale valeur, mais l'énergie que t'as donnée à un instant T, je le savais mentalement, mais je le ressentais pas. Je le vivais pas et je l'incarnais pas. Et bah, je pense que c'est ce que vivent la plupart des gens qui sont coachés, c'est que Ouais. ils ont lu un livre, ils comprennent un concept, mais ils arrivent pas à le vivre, ils arrivent pas à l'appliquer. Et je me suis dit, ok, ben là, je me sens limitée. Du coup, je me suis fait accompagner par un par un coach où je l'ai contacté et j'aimais beaucoup parce que c'est un coach aussi qui était très spécialisé dans l'accompagnement des femmes et les blocages aussi et les tabous en tant que femme de parler Ouais, d'argent, de faire de c'est pas les l'argent. mêmes. Hein. Non, je pense pas. Hein. Et ouais. J'ai remarqué un truc, parce que aujourd'hui, je fais moins d'accompagnement, moi je fais plus du consulting, mais j'en ai fait quand même pas mal avant. Et les problématiques des hommes et des femmes qui se lancent, que ce soit dans le coaching ou la formation, hein, pour moi, c'est sensiblement la même chose, c'est pas les mêmes. Les hommes, sur market, doivent se confronter à la réalité qu'en fait leur produit est pas assez bon, que eux sont pas assez Ok. bons. Et encore, je suis gentil, il y en a certains, faut leur mettre dans les dents. Non, mais en fait, juste, ok, c'est très bien, tu l'as très bien marketé, tu l'as très bien vendu, t'as gagné beaucoup d'argent, mais ton truc il est nul. Donc maintenant, il va falloir t'améliorer. Waouh. Ouais. Les femmes de l'autre côté se sous-vendent, se sous-market, se sentent illégitimes bien trop longtemps. Et derrière, en général, elles ont des compétences extraordinaires et un produit extraordinaire, mais elles sont incapables de le mettre sur le marché correctement pour tout un tas d'injonctions que la société a mises dessus. Et c'est marrant de voir ces deux extrêmes. Parce que c'est vraiment extrême, il n'y a pas de juste milieu. Hein. Et j'ai l'impression de revoir l'époque où je bossais plus dans le corporate et où un homme, il voit une fiche de poste, il a 5% des compétences demandées, il se dit « Ah, ça passe ». Une femme, elle C'est a vrai. 99% des compétences demandées, elle se dit « Ah non, c'est pas pour moi, je suis pas à la hauteur ». Ouais. C'est incroyable. Ouais, je pense que c'est très révélateur de ce que tu dis. Et j'avais vu aussi une stat, je sais plus les chiffres exacts, mais ça devait être dans l'ordre de pour annoncer quelque chose ou donner une idée ou un fait dans une réunion, un homme a besoin d'être sûr de ce qu'il dit environ 30%, alors qu'une femme, ça va être 80%. Tu vois, de dire des trucs là, de dire des choses, d'affirmer des trucs qui se sont passés. C'est exactement ce que tu dis, comme avec le CV de ah ça passe, go. Et ouais, bah malheureusement, je pense que c'est le résultat aussi de l'éducation par rapport en Ouais. tout cas à ces sujets-là. Complètement. Et puis c'est aussi une histoire de modèle, je pense. Quand on nous montre à la télé ou dans les médias des hommes riches, c'est quand même, pas tous, hein, mais c'est quand même souvent un peu des bilos avec beaucoup de culot, qui ont fait un coup, Ouais. tu vois. C'est des petits filous. Quand on nous montre des femmes qui ont réussi, alors déjà on nous en montre beaucoup moins, il y a beaucoup moins d'exemples. C'est une conversation que j'avais sur ce podcast avec Hélène Garbi de Femga, justement sur ce manque de modèles féminins. Ouais. Mais c'est toujours des nanas avec bac plus 47 et qui ont monté leur Ouais. fortune sur 90 ans, quoi. Donc forcément, on nous montre que c'est ces extrêmes, donc on reproduit ça. Hein. Ouais, on reproduit ça et puis aussi je pense que c'est pas facile aussi parce que j'entends souvent le discours de non mais il faut que les femmes elles prennent la parole, il faut que les femmes elles osent. Oui, mais il faut aussi laisser l'espace pour ça et je pense que c'est un travail d'équipe et que c'est dur. Et moi pour avoir été dans des milieux corporate où j'ai été dans des négos où souvent j'ai été la seule femme et en plus j'étais la plus jeune, donc le cumul du truc.
Ou Mm. j'avais beau essayer de prendre la parole quand on te coupe la parole 5 fois parce qu'on a l'impression de mieux savoir que toi ou qu'on t'explique ton métier. Et en fait, c'est des micro-trucs où c'est très répétitif. Et soit tu prends Mm. une posture où moi je l'ai eu de c'est fini, je me laisse pas faire, j'avance, ego, et tant pis, on m'aimera pas. Parce que tu vois, un mec a confiance en lui, il a confiance en lui. Une femme qui a confiance en elle et qui va s'imposer, elle est pas sympa, elle est un peu sèche, elle est un peu froide, Mm. elle est un peu hautaine, tu vois, c'est pas, des fois c'est même pas le même vocabulaire qui est utilisé. Ouais. Et donc soit tu dis ok go, je change mon mindset par rapport à ça, soit ce qui est hyper normal, c'est que tu finis épuisé et que tu peux perdre confiance en toi et moins oser aussi en fait. Je l'ai beaucoup observé aussi chez les femmes qu'on accompagne, qui, comme je te le disais, beaucoup sortent du milieu corporate. Et effectivement, il y a ce truc à déconstruire, à construire, à changer. Et à la fois, tu vois, je suis dans un microcosme, donc des fois, je suis déconnecté de ces réalités-là. Parce que moi, j'ai l'impression, c'est qu'une impression, j'en suis sûr, hein, d'être systématiquement, de toute façon, entouré de femmes de 20 ans qui font les mêmes chiffres que moi. Mais parce que dans nos microcosmes, c'est devenu un peu plus commun. Mais dès que t'en Ouais. sors... Mais c'est qui disait ça? C'était Margot Cunego qui disait ça. Je vais l'avoir sur le podcast bientôt en plus. Trop bien. Quand nous on dit sur Internet j'ai fait 1 million, 2 millions, 3 millions, on nous dit juste menteur escroc. Ouais. Quand une femme dit j'ai fait 1, 2, 3 millions, en dessous il écrit OnlyFans. Oui. Ça donne le ton des problèmes déjà. Hein. Ouais. Ah oui, je pense pas du tout qu'on se pose les mêmes questions. Et moi, je l'ai vu. Et même pour des trucs hyper simples de la vie quotidienne. Je me souviens qu'il y avait un truc qui m'avait marqué l'année dernière, c'est que je voyage souvent, ou je vais souvent vivre dans des endroits avec mes amis, amis qui entreprennent et tout, et comme ça on se met dans des environnements de travail. Et je me souviens qu'il y avait un truc qui m'avait touchée, c'est que on était dans un environnement où il faisait beau, c'était le soleil, il y avait du soleil, on était à la plage, et mes potes étaient en mode ah là on vient d'avoir une idée, je vais faire une story. Et mes potes ont pris leur téléphone, mes potes créateurs, et on fait une story facecam en parlant. Ils étaient sur la plage, donc ils étaient en maillot de bain, en mode chill quoi. Je fais une story, ça fait partie de ma vie, c'est mon lifestyle. Et moi je me suis dit mais tu vois, ça, moi je peux pas le faire. Ou je peux le faire une fois ou 2 fois, mais après sinon je vais me prendre des réflexions et on me dit tu réussis parce que t'es une nana ou des trucs comme ça. Et je pense que tu vois, tu donnais l'exemple de Margot qui t'avait dit OnlyFans. Voilà, c'est vrai que c'est le genre de réflexion où on peut vite s'en prendre. Et en plus, je pense que ça sert vraiment à personne. Parce que tu vois, moi j'ai l'impression aussi des fois dans mes coachings de réparer les pots cassés d'une société où on nous a éduqués vraiment de façon très genrée, où en fait j'ai beaucoup de femmes que j'accompagne, des dirigeantes qui se sentent pas légitimes, qui se sentent pas à la place et qui se sentent épuisées de devoir prouver lors de levée de fonds, de devoir prouver lors de meetings qu'elles sont compétentes, et des hommes qui sont épuisés parce qu'ils n'arrivent pas à être vulnérables, parce qu'ils ont une pression de pas pouvoir montrer quand ils sont fatigués, parce que ils ont la pression financière de je dois assurer parce que sinon j'ai échoué. Et je me dis wow, en fait je me retrouve un petit peu des fois à voir les dégâts d'une éducation en tout cas qui a été un peu trop ça c'est comme ça pour les femmes et ça c'est comme ça pour les hommes. Ça me parle beaucoup ce que tu dis là, et j'ai l'impression qu'il y a un gros problème avec ça, c'est que on n'ose pas dire qu'on va avoir un ou une coach, on n'ose pas dire qu'on va avoir un ou une psy, on n'ose pas dire qu'on est suivi, etc. Il y a 6 mois, un peu plus de 6 mois maintenant, j'ai appris que j'allais avoir un enfant. J'étais trop content, mais ça a amené aussi tout un tas de choses de mon passé, etc., sur les relations parentales, etc. Et je me suis dit, ça y est, c'est le moment, je repousse depuis longtemps. Allez, psy. On va avoir une psy toutes les semaines, on va décortiquer des trucs. Je me faisais déjà coacher, tu vois. Maintenant, il me faut une psy en plus. Et je me souviens que, vu que personne n'en parlait jamais, je me suis dit, moi, je vais le raconter à tout le monde. Et je vais regarder ce qui se passe. Parce que je suis un peu ce genre de gamin qui tape dans une motte de sable pour voir ce qui se passe, tu vois. Et donc, je raconte à tous les gens que je croise presque, je vais voir une psy, je vais voir une psy. 100% de mes amis masculins qui ont famille, succès, etc., qui ont réussi en plein de domaines de leur vie, la réponse a été unanime. Ah, mais seulement maintenant? Comment t'as survécu jusqu'ici sans? Et là, je me suis vraiment dit, bande d'enfoirés, moi, ça fait 35 ans que je repousse parce qu'il y en a pas un qui me l'a dit, quoi. Les gars, partagez. Mais non, mais tu sais, j'ai l'impression que je venais de découvrir un truc que tout le monde savait depuis 20 ans. Mais pourquoi personne n'en parle?
parce que ça reste tabou et que ça reste un petit peu moins. Je pense qu'il y a un petit peu encore ce cliché, même si aujourd'hui on prend la parole de t'as un psy, c'est que forcément t'as un problème ou que comment on dit que t'as un défaut, tu vois, que t'as un défaut de fabrication. Bah alors que non, et je pense même, moi je pense que tu vois quand on est au lycée ou quand on est au collège, ça devrait être obligatoire. Il devrait y avoir des personnes qui accompagnent aussi les enfants qui n'ont pas justement l'espace dans leur noyau familial et tout, et on serait peut-être plus à l'aise avec ça après en tant qu'adulte. Je suis d'accord. De manière générale, on devrait tous avoir des coachs en gestion émotionnelle, en performance, si c'est la performance qui nous a amené dans la vie, tu vois, dans tous les domaines plus spirituels, avec des choses soit religieuses ou pas du tout, hein, on s'en fout, et des psys. Et je milite vraiment pour ça, pour donner de la voix à tous ces gens, parce que je pense qu'on en a besoin. Je pense que c'est encore trop tabou. Je pense que c'est pas assez grand public. Je pense que, contrairement aux États-Unis où ça s'est normalisé, chez nous, ça a encore du mal à trouver sa place parce que les Français sont ce qu'ils sont. De toute façon, on va pas les refaire. Et je pense qu'on sera vraiment une société bien plus heureuse quand on aura tous des coachs et des psys. Mais oui, trop bien. Et puis aussi, tu vois, je trouve que tu parlais des États-Unis. Et en fait, je trouve que des fois en France aussi, il y a une pression dans le coaching de ouais, mais tu vois, où t'as l'impression en fait que il faut montrer que t'es parfait. Et alors que bah non, en fait, tu peux être coaché sur certains domaines et dire bah c'est ok de galérer dans d'autres et tout, et même de le dire publiquement. Tu vois, moi je me suis dit ok, est-ce que je dis que j'avais des barrières mentales par rapport au lancement de ma formation? Comment est-ce que ça va être reçu? Parce que tu as cette attente de la posture de coaching très exigeante en France de faut montrer patte blanche, que t'es parfait, que t'es un sinon tu te fais un petit peu critiquer. Et en fait, je trouve que ça participe aussi au tabou par rapport à tout ça. Donc c'est pas facile. Ouais, je suis complètement d'accord. Et à la fois, je trouve ça n'a pas de sens, tu vois, parce que si par exemple, tu disais publiquement j'ai tel problème émotionnel et en fait les outils que je vous donne toute l'année, je m'en sers pas. Ouais, ce serait bizarre un peu, tu vois. Mais t'as des blocages vis-à-vis de la performance, l'argent, le mindset de croissance, etc. Mais c'est pas ton métier. Donc en fait, t'as pas les outils. Et même si tu les avais, se les appliquer à soi-même, c'est dur. C'est pour ça qu'on embauche des gens de l'extérieur. Complètement. Et j'ai jamais compris Enfin, je le comprends au niveau marketing, tu vois, ce besoin de perfection. Je sais ce qu'il essaye d'activer en face de nous dans l'audience, etc. Mais humainement, je le comprends pas, je vois pas l'intérêt. Moi, j'ai toujours raconté des trucs. Tu me disais, tu peux pas dire ça. Si, je peux. Je m'en fous. Laissez-moi tranquille. Si je voulais rien oser dire, je serais resté dans des grandes boîtes. Ouais, et puis au moins t'as les clients aussi qui vont avoir cette sensibilité-là, tu vois. Moi, ça m'a jamais été reproché. Au contraire, je pense, et je suis sûre que pour toi, c'est pareil. Mais moi, les seuls commentaires négatifs que j'ai vis-à-vis de ce que je dis, de ma personnalité, de comment je m'habille, etc., c'est sur les réseaux sociaux de gens qui deviendront jamais clients. Bah oui, donc c'est pas très grave au final. Il y a pas longtemps sur LinkedIn, je reçois un commentaire. C'est quoi ce délire de casquette à l'envers? Tu crois que t'es un Jones? Je suis désolé, mais l'apparence, quel est ton avatar? Ça m'intéresserait, etc. Et je regarde le mec, je vois consultant à la défense en costard cravate. Je fais, bah, c'est pas toi déjà. Oui, et puis bon, après, je pense que, je sais pas, j'ai l'impression que avec les réseaux sociaux, j'arrive plus à prendre les choses personnellement parce que je me dis, j'ai l'impression de voir plein de petites têtes de gens qui pendant une seconde vont te critiquer, mais ça se trouve s'ils te croisent dans la rue, ils seraient trop sympas avec toi. Donc je me dis, j'essaie de pas trop regarder, vraiment, mais ouais. Je pense que ça, on peut dire pour toutes les personnes qui nous écoutent, que ce soit des hommes, des femmes, etc. Parce que vous serez pas insultés sur les mêmes choses, mais vous serez insultés quand même, à partir du moment où vous êtes visible. C'est clair. Vraiment, je fais des trucs sur Internet depuis plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que, grand minimum, une fois par jour, je me fais insulter par quelqu'un. Le nombre de personnes qui m'ont arrêté dans la rue pour me dire un truc négatif, 0. Bah non. Et je suis vu entre les pubs et les social media par plusieurs centaines de milliers de personnes chaque semaine. 0 dans la rue. Jamais. Personne. Non. Ça en dit long. Bah oui, ça en dit long, et je trouve qu'il y a quand même si des fois, voilà, les gens sont pas très cool avec nous, prendre la parole, ça aide à avoir ton business, à être bien, à avoir des clients alignés. Donc des fois, tu sais, un coup, je sais, purée, limite, j'aurais envie de répondre à une personne qui laisse un mauvais commentaire. Attends, désolé, j'ai pas le temps de te rep, je suis trop épanouie.
Enfin, j'ai pas le temps pour toi, mec, désolé, tu vois. Donc, t'es en mode, ok, si pour quelques commentaires négatifs, ça te permet aussi de vivre. Mais bon, ça reste un vrai sujet, je pense, au début, avec lequel il faut dealer, d'accepter Surtout au de début. recevoir de la haine. Ouais. Surtout au début. Je pense que quand on a reçu 500, tu le prends pour ce que c'est, tu vois. C'est-à-dire que c'est un être humain pas content derrière son ordinateur. Moi, de toute façon, déjà, la plupart des mauvais commentaires, ils arrivent entre 23h et 5h du matin. C'est pas pour rien. Ça en dit long, déjà, tu vois. C'est la personne qui rentre de soirée, qui est gris, qui est bourré, qui va sur son ordinateur, qui voit quelqu'un qui a l'air de mieux réussir qu'elle, peu importe dans quel domaine, et qui vient, gna, 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 moi pas content, gna, gna, va lui dire, haha. Et vu que je les vois comme ça, tu vois, j'arrive plus à les prendre au sérieux, en fait. Ouais, non, et puis limite d'avoir même de l'empathie. Enfin, moi, j'ai eu quelques commentaires de personnes où quand j'ai regardé le commentaire, et comme tout le monde, je pense à la curiosité des fois d'aller regarder le profil, que je me suis dit, mais cette personne, enfin, elle doit pas être bien. Elle doit pas être bien pour mettre Non, ça, pour s'arrêter. C'est qu'elle doit être en souffrance aussi. Donc, en fait, la question, elle est simple. Est-ce que tu as déjà mis ce genre de commentaire à quelqu'un une fois dans ta vie? Jamais. Voilà. C'est tout. Est-ce que quelqu'un de plus avancé que toi s'est déjà arrêté de te mettre un méchant commentaire? Non. Bah Voilà. non. Non. Donc en fait, il reste des gens moins avancés, peu importe le domaine, pas contents, malheureux, pas épanouis, et qui ont besoin de déverser leur haine sur les autres pour en avoir un peu moins à l'intérieur d'eux-mêmes. On est leur outil d'extériorisation de la colère au final. C'est une catharsis. Mon Dieu. Bref. C'est quoi les principales problématiques des gens que tu accompagnes, que ce soit en coaching ou même des gens qui vont acheter ta formation? Je pense le fait d'avoir cette sensation des montagnes russes ou de l'ascenseur émotionnel. Donc ce truc d'avoir l'impression ok, il y a un événement qui va m'arriver dans la journée et soit je vais aller dans les très hauts et je vais être trop content, mais après je vais perdre un client ou on va m'annoncer une mauvaise nouvelle et je vais tout remettre en question. Donc je pense que c'est vraiment ça. La problématique, c'est je veux apprendre à réguler mes émotions pour que mon humeur ne dépende plus de facteurs extérieurs. Donc ça, je dirais que c'est top numéro 1, autant avec mes clients que les gens qui prennent la formation. Il y a ne plus faire l'éponge émotionnelle et savoir dire non et poser ses limites. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Donc l'éponge émotionnelle, beaucoup avec les entrepreneurs que j'accompagne qui ont des équipes qui en fait disent j'encaisse, j'essaye d'être fort, d'être forte, mais j'y arrive plus. Et je me responsabilise est-ce que les gens vont avoir leur salaire à la fin du mois, tout ça, et qu'ils arrivent plus à dissocier entre la réussite de leur boîte et leur épanouissement à eux, en fait, que ça fait un tout. Si ma boîte échoue, j'échoue. Donc il y a ça. Et bien s'entourer aussi. Gestion du cercle proche, des relations, de comment je fais concrètement pour bien m'entourer, pour avancer plus sereinement dans ma vie, pour autant avoir des personnes qui me boostent, mais aussi des personnes avec qui juste je peux rire, être moi-même, pas avoir de masque et me sentir bien. Donc je dirais que c'est ça sur ça. C'est hyper intéressant. Est-ce que c'est les mêmes problématiques que les entrepreneurs que tu interviews dans ton podcast? Mais c'est-à-dire tes clients et les personnes que tu as sur le podcast. Est-ce que tu as remarqué que c'était les mêmes problématiques? Et donc, quelque part, des gens en corporate assez avancés, des gens moins avancés qui vont acheter une formation parce qu'ils sont pas au même stade de leur vie, ou des entrepreneurs qui ont déjà de la visibilité, du succès, etc. Est-ce que globalement, c'est des personnes qui ont les mêmes problématiques émotionnelles et justement qui vivent tous d'une façon différente cet ascenseur émotionnel? Complètement. Bah oui, complètement. Parce qu'au final, en fait, cet ascenseur émotionnel, juste, on le met à l'échelle de ce qu'on vit. Et donc, que tu sois salarié, entrepreneur, avec une équipe, entrepreneur tout seul, l'ascenseur émotionnel, si tu laisses tes émotions ou ton état de la journée, que ça va dépendre de facteurs extérieurs, peu importe que ce soit parce que t'es entrepreneur et que t'as pas signé de client, ou parce que t'es salarié et qu'on t'a refusé une augmentation, ou parce que t'es solopreneur et que t'as foiré quelque chose dans ton lancement de ta formation, en fait. Donc je pense que la problématique est la même, juste elle s'exprime de manière différente. Et je pense que ce qui est trop bien avec la problématique des émotions, c'est qu'il y a bien un truc dans le monde qu'on a tous, c'est les émotions. Et qu'on les vit tous dans la journée, en fait. Peu importe ce qu'on fait, peu importe notre statut social, peu importe notre âge, on doit dealer avec ça tous les jours.
Mhm. C'est quoi les plus gros déclics que tu as pu observer chez tes clients de manière générale et qui les ont aidés justement avec tout ça? C'est intéressant. Je dirais sur tout ce qui est anxiété d'anticipation. Ah, Mes clients, tu vois, des entrepreneurs qui ont des équipes, qui ont des responsabilités, qui gèrent ou pas des levées de fonds, ok, je suis stressée parce que dans 6 mois, je sais pas combien je vais gagner, dans 6 mois, je sais pas si la boîte elle va survivre, et de se dire ok, lâcher prise et justement se dire je donne mon max et comment est-ce que je fais pour quand même me préserver. Et toujours dire, en fait, il faut que tu arrives à croire que tu vas réussir, mais te dire que si t'échoues, tu vas croire que tu vas savoir rebondir. Et du coup, développer cette confiance en soi qui dit, je me dis pas que je vais réussir à tout prix, mais je me dis que même si je réussis pas, ça va aller parce que je vais rebondir d'une autre façon. Donc, je dirais qu'il y a ce déclic-là. Pas mal. c'est hyper intéressant. Ça, c'est un truc, moi, je l'ai vécu. Je l'ai observé aussi autour de moi. Et vraiment, ce truc de, au bout d'un moment, à un certain niveau, surtout quand t'as un personal branding, je pense que c'est différent quand t'as une boîte qui est devant toi. Si la boîte réussit, je réussis, enfin, tout se mélange. Et c'est dur au début de décorréler ça de la réalité de ce que tu vis. Et je pense que quand tu te prends une casserole, quand tu te prends un bad buzz ou quand il y a un truc qui va vraiment mal, et qu'à la fin de la journée, tu te dis, bon, ok, c'est la merde, mais finalement, moi je suis pareil qu'hier, les gens m'aiment pareil qu'hier, enfin les gens qui comptent, et ouais, ok, tout s'est pété la gueule, mais bon, on va refaire, hein. Complètement. Mais intellectuellement, c'est facile de le dire, hein. Mais quand Ouais. la première fois que tu le vis émotionnellement, quand ça m'est arrivé, tu te dis, en fait, bon, à partir de là, c'est bon, je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, bon, on peut le refaire, quoi, hein. Ouais. Et là, il y a un truc qui te soulage, je trouve. Complètement, ouais. Parce qu'en fait, tu te fais confiance et tu vois, c'est cette subtilité de je lâche prise tout en gardant de la rigueur et en fait, c'est être sérieux sur son business sans trop le prendre au sérieux. Dans le sens de je mets tout ce que je peux, mais voilà quoi. J'arrive à prendre du recul et à lâcher prise. Et ça, c'est très subtil d'avoir cet C'est équilibre. dur, hein. Ouais. Bah ouais, je pense que c'est dur et qu'il y a des périodes. Ouais. Je dis souvent aux gens par rapport à ça, tu vois, quand on a des discussions entre entrepreneurs, etc., qu'il faut juste se rappeler qu'on sauve pas des vies, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas médecin urgentiste, on n'est pas chirurgien thoracique, on n'est pas pompier, infirmière, on n'est pas des militaires malheureusement à la guerre, on n'est pas des policiers qui doivent maintenir. Juste en fait, on fait du business sur Internet, quoi. Et on l'a fait, et on l'a fait pour être libre, et on l'a fait pour être heureux. Et c'est en train de nous rendre malades. À quoi ça sert? Mais oui, c'est ça. C'est se dire, bon, ok, pire, si le chargement de la vidéo YouTube de la semaine fonctionne pas, waouh, enfin, mais je sais que c'est dur. Des fois, Non, mais c'est quand on énervant. prend pas à cœur. C'est énervant. Internet marche jamais au moment où t'en as besoin. C'est la loi de Murphy à son paroxysme. C'est vrai. Tu sais, Ouais. c'est ce qu'on disait en off. Tu branches le micro, t'allumes l'ordinateur, la tondeuse commence. C'est des trucs. Ça a fout les chakras en bordel un peu, hein. Je me disais, ok, il n'y a pas eu de bruit de la journée, j'ai fait attention d'être dans un bon environnement. Et mais bon, bah voilà quoi, tu peux rien et on fait avec. Moi, j'ai remarqué, alors ça dépend des moments, je pense, hein. C'est pareil, c'est des phases, tu vois. Il y a des phases où je vais m'énerver, je vais forcer, genre, faut que ça marche. Alors que ça ne peut pas marcher, hein, mais faut que ça marche. Et il y a des phases où vraiment, je regarde le truc, je rigole, je ferme l'ordi, je fais, oh, tant pis. Et j'ai développé ça dans les aéroports, surtout. J'ai vécu quelques mois, il y a quelques années, en Géorgie. Alors, Géorgie, c'est un très beau pays, c'est magnifique, etc. Mais bon, il y a pas mal de trucs qui marchent pas, tu vois. Notamment tout ce qui est administration, service public, tout déconne, quoi. Pour tout un tas de raisons qui sont compliquées. Mais du coup, les vols sont tout en retard, l'électricité, tu sais jamais si t'en auras ou pas, Internet, c'est pareil, tout le temps. Et t'es obligé de développer une certaine forme de lâcher prise. Et je me souviens un jour d'être dans l'avion, prêt à décoller. Et on est assis, on est installé, tout est prêt. Et le pilote qui fait, oui, en fait, il y a un problème. Et je sais plus ce que c'était, mais une connerie en plus. Il fait, alors, on va devoir attendre ici pendant 1h30. Et là, dans l'avion, je vois tout le monde qui pète une pile. Et moi, je rigole, comme un mongol, parce que ça fait 17 fois que ça m'arrive, que je le savais, que je l'avais anticipé, tu vois. C'est-à-dire que si on était parti à l'heure, tu vois, ça m'aurait fait un ascenseur émotionnel positif. Moi, je m'attendais à ce que ce soit en retard, de toute façon. Et ce moment où t'arrives à trouver ce lâcher prise, putain, ça fait du bien.
ça fait du bien et que tu dis mais c'est pas grave et que et c'est aussi accepter qu'il y a plein d'émotions qui peuvent cohabiter et c'est de se dire bah voilà, il y a l'avion où tu dis bon je lâche prise voilà, ça en devient drôle. C'est Mmh. tellement répétitif que ça en devient drôle et que il y a aussi des choses qui nous arrivent où tu dis OK bah j'ai le droit d'être triste parce que Mmh. peut-être que c'est grave chiant pour mon business ou que je suis trop déçue et tout. Mais j'ai le droit de continuer ma journée en fait parce qu'il y a d'autres choses qui m'attendent. Et donc Mmh. d'avoir ce moment de ok, je ressens mon émotion parce qu'il s'agit pas de les bloquer, mais je m'autorise à passer quand même une bonne journée, je m'autorise à avancer sur d'autres choses et que ça donne pas cette vision lourde et pessimiste sur absolument qui vient contaminer tous les domaines de notre vie. Mais c'est pas facile. Non, non, là, moi, je fais des grandes phrases et j'explique les moments où j'y réussis, mais il y a aussi des milliers de moments où j'y arrive pas, où je suis le roi du stress d'anticipation, où je suis le roi d'essayer de tordre la réalité parce qu'elle est pas comme j'avais décidé. Donc, pour les gens qui nous écoutent, ne croyez pas qu'il y a des gens qui font mieux que vous. Il y a juste Mm. des gens qui montrent qu'ils font mieux que vous. Ouais. Et que c'est ok. Et en fait, je pense aussi que toute la force du coaching, c'est d'avoir un petit peu nos angles morts, tu vois, de les Mmh. découvrir avec le coach, de dire ok, tu vois, moi je sais que par exemple ça va pas être l'anxiété d'anticipation, mais ça va être plus le fait de ruminer. Et j'ai fait un Mmh. guide qui s'appelle SOS Je rumine parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça qui me l'ont demandé. Et tu vois, j'explique aux gens, mais c'est pas parce que j'ai fait le guide que moi je rumine jamais. Juste, maintenant, quand je vois que je rumine, je me dis, OK, pause. Comment est-ce que je transforme ça? Comment est-ce que je fais pour pas ruminer toute la journée? Et comment est-ce que je régule, en fait? Mais c'est ça, c'est qu'on sera jamais des petits robots parfaits qui ont aucune faille et qui ont aucun moment de vulnérabilité. Juste quand ça arrive, est-ce que j'ai les outils pour transformer ma journée? Et je sais des fois, bah voilà, je rumine, en fait. Et je me dis, bah ok, prends du recul, fais tes petits exercices, fais ton journaling, et puis ça ira mieux et c'est ok. Mais je pense que justement, moi, je ferais pas confiance pour m'aider avec une difficulté personnelle à une personne parfaite. Elle sait pas ce que je vis. Mmh. Elle a pas le problème. Ouais. Alors qu'une personne imparfaite, et imparfaite dans le sens humain, en fait, juste, hein, c'est pas péjoratif Mmh. dans la bouche, c'est une personne qui vit le même truc que moi, a l'air de le vivre mieux que Mmh. moi, donc il y a des outils, donc il peut me les montrer. Et moi, je cherche des coachs, des mentors, tout ça, qui sont normaux, en fait. Pas des gens tout Ouais. parfaits, tout lisses, tout... J'arrive pas à m'identifier, en fait. Ça a l'air trop Mmh. simple pour eux, donc ils sont trop déconnectés de moi, donc je leur fais pas confiance, en fait. Ouais, c'est ça. Et ça peut même avoir un côté, tu vois, comme tu dis, de si la personne, elle a jamais ressenti ce que tu as ressenti, ou, enfin, je pense pas qu'on ait besoin de tout le temps ressentir ce qu'ont nos clients, mais d'avoir cette forme d'empathie. Et pas Ouais. juste après de te retrouver dans des coachings où on te dit non, mais je t'ai donné l'outil, t'y arrives pas, fais un effort, tu vois. En fait, parce que je pense que ça demande aussi ça, hein, de l'empathie, de dire non, mais c'est ok d'être triste sur ça, c'est ok de galérer sur ça, t'inquiète, c'est normal. Mmh. Je suis tout à fait d'accord. Si tu avais un outil de gestion émotionnelle que tu aimerais partager, peut-être plus que les autres, parce que soit il t'a plus servi, soit il a plus aidé tes clients, ce serait quoi? Ah là là, j'en ai plein que j'aime bien. Je dirais l'outil du modèle de Brooke Castillo, qui est une Mmh. coach américaine. Et en fait, c'est un outil qui te permet de, lorsque tu as justement un événement, par exemple, je viens de perdre un client ou on vient de me refuser une augmentation, peu importe l'étape de vie qu'on vit, mais voilà, un truc qui vient un petit peu nous plomber notre journée. C'est un outil qui aide en fait à dire, je vais faire un état des lieux de la version brute de ce que je ressens. Et donc, Mmh. en fait, c'est trop bien parce que tu as le droit de mettre je suis saoulée. Donc, tu dis, en gros, c'est un outil en 5 étapes. Je vais Mmh. essayer d'être la plus claire possible. T'inquiète. En gros, c'est un outil en 5 étapes où tu mets d'abord circonstance. Donc, tu mets tu dis, je note ma version brute. Circonstance, je viens de perdre un client. Ok. Émotion. Je suis saoulée, je suis en colère. Quelle émotion est-ce que je ressens? Après, tu mets ta pensée. Bah, la pensée que j'ai là tout de suite, c'est que je me sens trop nulle ou que j'ai l'impression que je fais foirer mon business parce que je viens de perdre un client. Ok. Action que là, ça te donne envie de faire. Bah, en fait, ça me donne envie, je sais pas, de taper contre le mur ou alors d'envoyer un email un peu, voilà, pour allumer le client, pour lui demander les raisons. Et résultat,
qu'est-ce que ça provoque en toi maintenant? De la frustration et le fait que j'arrive pas à avancer sur ma journée. Donc t'as cette version brute où tu viens tout poser à plat. Et comme ça, tu t'autorises à vivre tes émotions que tu ressens de façon négative. Et après, tu reprends la même trame de circonstances, émotions, pensées, actions, résultats, et t'en fais une version intentionnelle. Donc les circonstances, c'est les mêmes. Je viens de perdre un client. Quelle émotion j'ai envie de ressentir? En fait, je sais pas, j'ai envie de me sentir quand même un petit peu plus léger. J'ai envie de sentir que je vais aller bien et que ça va aller. Quelle pensée est-ce que j'ai envie d'avoir? J'ai envie d'avoir les pensées que, en fait, ça peut peut-être être une occasion de me questionner et d'acquérir de nouvelles compétences. Ou une occasion de faire une nouvelle trame pour mieux sélectionner mes clients. Tu vois, c'est de venir challenger, en fait, ta version brute et d'en faire une version intentionnelle beaucoup plus alignée. Et comme ça, tu as réussi à extérioriser tes émotions. Et après, en plus, tu as un peu un plan d'action pour reprendre le cours de ta journée avec quelque chose de beaucoup plus clair dans ta tête. C'est hyper cool. Je connais beaucoup Brooke Castillo pour avoir suivi son podcast, pour regarder ce qu'elle fait de très très près. Parce que je trouve que au niveau entrepreneurial, c'est très inspirant ce qu'elle a réussi à bâtir, mais je connaissais pas bien ses outils et son fameux modèle. Du coup, c'est hyper intéressant. Je pense que ça pourra amener beaucoup de valeur aux gens qui nous écoutent. Trop cool. Trop bien. Je t'enverrai la trame si les gens veulent la faire à l'écrit. Ça marche. Si t'avais un conseil, une idée, une pensée avec laquelle les gens devraient repartir de cet épisode, ce serait quoi? C'est dur, hein? Je dois en choisir qu'une. Je dirais aux gens qu'ils ont le temps, qu'ils peuvent souffler, qu'ils ont le temps, vraiment, qu'ils sont pas en retard dans leur objectif, qu'ils sont pas en retard dans leur épanouissement, qu'on a le temps, que tu vois, c'est un gros sujet pour moi ces dernières semaines de beaucoup partager sur ça. Dire vous avez le temps de, tu vois, on parlait de la pression, de la passion, de la réussite. Vous avez le temps, on nous a mis des dates qu'on devait trouver notre voie à tel âge, avoir une famille à tel âge, être riche à tel âge, avoir acheté sa maison à tel âge. Et dire vous avez le temps de vous tromper. Et donc ça veut dire vous avez le temps d'oser. Parce que quand t'as peur justement de plus avoir le temps et tout, c'est là que t'oses plus faire de nouvelles choses, c'est là que t'oses plus aller explorer ta curiosité. Et dire vous avez le temps de tenter des choses et vous avez le temps de rebondir. Je pense. C'est un très très bon conseil et je pense que surtout dans une période où on voit de plus en plus de réussite chez des gens qui ont moins de 25 ans, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont 30, 35, 40, 50, 60, 70 et qui se disent moi j'ai tout raté. Alors, il y a le cliché de dire monsieur KFC il a réussi à 70 ans, hein, mais en dehors de ça, c'est que il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de timeline. En fait, on n'est pas censé ou pas censé faire un truc. Donc je pense que c'est un très bon conseil et si les gens qui nous ont écoutés repartent avec ça, c'est vraiment, je pense qu'ils auront eu le plus important presque. Trop bien, trop cool. Manon, où est-ce qu'on te retrouve si on veut en savoir plus, si on veut être coaché par toi, si on veut découvrir ta formation ou si on veut juste écouter ton podcast? Alors, du coup, mon podcast, c'est l'ascenseur émotionnel. Donc, il est disponible sur Spotify, Apple Podcast, tout ça. On peut me retrouver beaucoup sur LinkedIn. Je crée pas mal de contenu sur cette plateforme. Donc, Manon Tournant. Et dans ma newsletter où je donne plein de conseils gratuits en coaching, en gestion émotionnelle avec des outils qui s'appelle Slow Living, donc l'art de ralentir pour comprendre ses émotions. Donc voilà, j'ai ma newsletter, mon podcast et sur LinkedIn aussi. Ok, on mettra tous les liens dans la description. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Manon, merci beaucoup de ta présence et de tout ce que tu as partagé sans filtre. C'était très très cool d'enregistrer cet épisode avec toi. Merci, j'ai passé un trop bon moment, donc hâte qu'il sorte et de voir. Écoute, je pense que ça va plaire aux gens qui nous ont écoutés. À bientôt tout le monde. Salut.